Alors, je vais vous présenter assez rapidement, mais c'est quand même important, dans ces grandes lignes, la méthodologie de l'enquête. Et puis, on ira après rapidement sur les résultats, sur le jeu, ce qu'on a appelé le jeu actif, et la notion de jeu problématique ou jeu pathologique. Et puis, on verra de façon un peu plus détaillée les facteurs associés au jeu problématique, et notamment les passerelles entre l'addiction au jeu et les addictions aux produits psychoactifs. Alors, cette enquête nationale sur le jeu, ses objectifs, c'était de mesurer la prévalence annuelle des joueurs pathologiques et ou problématiques. Donc, ce n'était pas une enquête ayant un objectif généraliste sur la description du jeu de hasard et d'argent en France, mais elle était très centrée sur obtenir une prévalence significative de ce qu'on appelle le jeu pathologique. Décrire la population concernée par ce jeu pathologique et mesurer les liens du jeu pathologique avec d'autres facteurs et d'être comparable avec d'autres pays. C'est ce qui nous a fait, du point de vue méthodologique, faire ce choix de la placer dans le cadre d'une enquête existante sur la thématique générale de la santé, à savoir le baromètre santé de l'INPES. Donc, ce volet jeu du baromètre santé a été construit avec un partenariat entre l'OFDT, à qui avait été passée la commande par les pouvoirs publics sur cette étude, et l'INPES, maître d'œuvre du baromètre santé. C'est une enquête, le baromètre santé, une enquête téléphonique avec un système d'interview par téléphone assisté par ordinateur. C'est un sondage aléatoire à 2 degrés, d'abord les ménages et au sein du ménage les individus. Le terrain a eu lieu entre le mois d'octobre 2009 et juillet 2010, donc la quasi-intégralité, ou en tous les cas la très très grande part du terrain s'est effectué avant le changement législatif que j'ai déjà évoqué. Un taux de refus qui est important de noter, puisque c'est le taux de refus maintenant assez classique de toutes les enquêtes téléphoniques en France. C'est des taux de refus qui se dégradent avec les sollicitations téléphoniques, commerciales, de 40%, mais évidemment avec prise en compte et redressement pour obtenir un échantillon représentatif. Un échantillon de grande taille par rapport à ce qui se fait ailleurs dans le monde. Je pense que c'est l'enquête internationale qui avait l'échantillon le plus important, 25 000 individus âgés de 18 à 75 ans, même si le volet jeu n'a concerné que les 18-65 ans. Donc ça, c'est l'échantillon du baromètre santé. Alors pourquoi un échantillon de taille importante ? On s'attendait à une prévalence faible, inférieure à 1% pour le jeu pathologique, et donc pour cela, il nous fallait une puissance statistique et un nombre d'individus suffisant. D'où l'importance de pouvoir se greffer sur une enquête avec un échantillon important. Alors, l'enquête s'est déroulée de la façon suivante pour le volet jeu. Soit la personne était joueur dans l'année, c'est-à-dire avait au moins une fois au cours de l'année joué à un jeu de hasard et d'argent, soit il ne l'était pas. Et parmi les joueurs, il y avait tout de suite la première question sur la fréquence de jeu. Est-ce que la personne avait joué au moins une fois par semaine dans l'année ou 52 fois dans l'année? Et est-ce que la personne, deuxième question, avait dépensé une certaine somme d'argent, le seuil ayant été fixé à 500 € par an? Tout simplement pour des questions d'économie budgétaire et de budget de l'enquête, puis le fait que le baromètre santé est une grosse enquête avec beaucoup de volets et que de pouvoir y placer des questions, c'est coûteux et cher. Donc on voulait bénéficier aussi d'une présence de ce module dans le module central du baromètre, c'est-à-dire avec tout l'échantillon, c'est-à-dire les 25 000 individus. Donc tout le volet jeu n'a été posé en fait qu'à des joueurs ayant au moins joué 52 fois dans l'année, donc qu'on pourrait dénommer joueurs réguliers, et ou ayant dépensé une certaine somme d'argent, le seuil étant fixé à 500 € par an.
Parce que tout dans la littérature nous montrait qu'il y avait jeu pathologique quand il y avait présence de ces deux critères, soit une régularité dans le jeu, soit une intensité dans les sommes engagées. L'outil qui a été utilisé pour catégoriser la dimension problématique ou pathologique du jeu est l'indice canadien du jeu excessif, qui est un des 3 outils validés au niveau international, avec le SOGS et le DSM, sur ces thématiques de l'addiction au jeu. Voilà. Pour les joueurs non actifs, il y avait 3 questions sur les usages problématiques au cours de la vie, mais je ne le traiterai pas dans ces résultats. Les types de jeux couverts sont les suivants, les grandes catégories, les jeux de tirage et les jeux de grattage de la Française des Jeux, le PMU, le rapido qui avait été isolé parce que tout laissait à penser que pour ce type de jeu, on pouvait avoir des prévalences de joueurs pathologiques plus élevées, les paris sportifs, le poker, les machines à sous et les jeux de table de casino. Et il y avait aussi une question sur l'Internet, en sachant que c'était avant la loi, et que l'essentiel du jeu sur Internet à cette époque était sur de l'offre illégale. L'indice canadien est le suivant, c'est donc 9 questions. On retrouve de toute façon des questions qui tournent autour des critères du DSM, même s'ils sont un peu différents dans le cadre de l'indice canadien du jeu excessif. Mais la grande différence, c'est qu'il permet une gradation. Et donc, ce n'est pas une réponse binaire oui ou non, mais une réponse avec une fréquence. Donc, jamais, parfois, la plupart du temps et presque toujours. Donc, avec une notation, 1 quand il y a parfois sur un critère, 2 la plupart du temps et 3 presque toujours, ce qui amène à une notation allant de 0 à 27. Lors de l'étude de validation, donc le seuil d'un jeu, alors dans le l'ICGE, c'est la notion de jeu excessif qui correspond par ailleurs dans la littérature et pour les autres outils à la notion de jeu pathologique, étant un score de 8. Et pour le jeu problématique intitulé dans l'indice canadien « Jeu à risque modéré », le score est de 3 à 7. Les définitions utilisées dans l'enquête sont les suivantes. Donc la notion de joueur dans l'année, joueur occasionnel, je ne m'étends pas dessus. La notion de joueur actif, comme je l'ai dit, c'est un joueur qui a joué au moins 52 fois dans l'année et au moins 500 € et ou au moins 500 € au cours des 12 derniers mois, mais j'aurai l'occasion de présenter des éléments statistiques sur cette définition. Et donc le joueur pathologique ou joueur problématique, je reviendrai sur cette question, correspondant dans la nomenclature de l'indice canadien à joueur excessif et joueur à risque modéré. Alors j'en viens aux résultats. Prévalence du jeu en France. Environ, au moment de l'enquête, c'est-à-dire en 2010, un Français sur 2 avait joué au cours de l'année à un jeu d'argent et de hasard, avec évidemment des modulations en fonction de l'âge, notamment aussi par rapport à la structure entre joueurs occasionnels et joueurs réguliers. On voit qu'il y a une accentuation de la proportion des joueurs réguliers avec l'âge. Mais globalement, donc, il y a des pratiques de jeu qui vont s'étendre sur l'ensemble de la population, quel que soit son âge. Alors, la typologie des joueurs. Donc, 47,8% des Français âgés de 18 à 65 ans ont joué au moins une fois. Parmi ces joueurs, environ un quart, donc 12,2% de la population générale, peut être qualifié de joueurs actifs. 10,9% sont des joueurs réguliers, jouant plus de 52 fois par an. 4,7% sont des joueurs dépensiers, dans le sens où ils dépensent plus de 500 € par an. L'intersection des deux étant à 3,4, et la catégorie, l'ensemble régulier ou dépensier, correspond donc à 12,2% de la population française, soit un quart des joueurs. Et c'est sur cette population que va se porter l'enquête et l'analyse.
Les grandes caractéristiques sociodémographiques des joueurs actifs, telles que je viens de les définir. Donc, un joueur actif est plutôt une population masculine. Par rapport à la population générale, vous voyez, joueurs actifs, 62,7% des hommes. D'âge un peu plus élevé que la population générale parce que la régularité s'installe avec l'âge. En termes de revenus, on voit qu'en tout cas en termes de revenus moyens, alors évidemment c'est très réducteur, mais toutes les catégories en termes de revenus sont concernées. Et en termes de niveau de diplôme, on peut noter que pour un joueur, il y a un peu plus de joueurs actifs parmi les Français ayant un niveau de diplôme inférieur à la moyenne. Quel grand type de jeu? Alors, vous avez des jeux extrêmement qui concernent une grande part de la population de joueurs. Ce sont évidemment les jeux à accès extrêmement aisé, les jeux de la Française des Jeux. C'est les jeux de tirage, les jeux de grattage. Après vient le PMU. Et puis, de façon plus confidentielle, compte tenu de l'offre, les autres catégories de jeux, avec évidemment, selon la catégorie de jeu, aussi une répartition assez différente entre joueurs occasionnels et joueurs hebdomadaires. La question portant sur le jeu Internet, c'est assez intéressant pour voir quelle était finalement la pratique sur Internet avant la loi. Je vous rappelle que c'était principalement de l'offre illégale, c'était principalement du pronostic, des jeux de poker et des jeux de tirage. Le cœur de l'enquête et son objectif, je vous rappelle, était de calculer et d'estimer la prévalence. Donc voilà le résultat central de l'enquête. On estime la prévalence en population générale pour le jeu pathologique en France à 0,4%, donc ce qui donnerait grossièrement une estimation d'environ 200 000 Français concernés. Et le jeu problématique, si on inclut dans le jeu problématique la catégorie des joueurs pathologiques, donc une définition inclusive, à 1,3%. Donc, ce qui ferait environ 600 000 Français. Donc 200 000 joueurs pathologiques, plus 400 000, dans l'indice canadien on l'appelle à risque modéré, ce qui donne un total global pour les joueurs problématiques d'environ 600 000 Français. Quels sont les principaux critères de l'outil rencontré dans cette population? Vous voyez, le sentiment de culpabilité, le fait de rejouer pour récupérer ses mises, la perte de contrôle, miser plus d'argent que prévu, avoir un sentiment de problème avec le jeu, et la notion un peu de tolérance avec miser plus d'argent pour la même excitation. Et les habitudes et ici le regard des autres, les habitudes de jeu critiquées par des tiers. Alors, une question intéressante, c'est de voir comment on peut se positionner cette prévalence dans un cadre international. Donc, sur ce tableau, j'ai mis l'ensemble des études disponibles au niveau national. Vous voyez que bon, les années, il y a parfois des études assez anciennes. Les outils varient, les tranches d'âge peuvent varier, les tailles d'échantillons peuvent varier. Donc évidemment, tout cela, il faut être très prudent. Néanmoins, on peut quand même dire qu'en dehors de ce qu'on savait par ailleurs, notamment dans le cadre de l'autre expertise auquel j'ai participé de l'INSERM sur la question du jeu pathologique, on avait des prévalences très fortes aux États-Unis et en Australie. Si on est dans un cadre européen, la prévalence trouvée en France avec 1,3% de joueurs problématiques, c'est finalement une prévalence relativement moyenne entre le 0,6 et le 2,2 que l'on peut rencontrer dans d'autres pays européens. Alors, dernière partie, les facteurs associés.
Alors, évidemment, on retrouve des choses qui vont confirmer ce que nous avait donné l'analyse de la littérature scientifique dans le cadre de l'expertise collective de l'INSERM. Le jeu pathologique est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. C'est tout à fait confirmé dans l'enquête française. Pour ce qui est de l'âge, quand on est en population générale, on voit qu'on a finalement des fluctuations, mais une relative homogénéité selon les tranches d'âge. Par contre, si on calcule la prévalence du jeu problématique au sein du groupe des joueurs actifs, on voit qu'on a des prévalences plus importantes chez les jeunes. C'est-à-dire que si les jeunes, comme on l'a vu par ailleurs, jouent moins fréquemment, quand ils jouent, et notamment quand ils jouent de façon active, ils ont tendance à jouer avec plus de risques. Quelles sont les autres caractéristiques socio-démographiques? Donc là, c'est des données en simple pourcentage, mais qui ont été confirmées par une analyse en odd ratio. Les joueurs excessifs, donc je reviens sur le premier constat, plutôt des hommes, plutôt des jeunes, pour ce qui est du jeu problématique. Là, on voit par contre que la catégorie de revenus intervient et donc va concerner plutôt les ménages à faible revenu, et ça va concerner aussi plutôt les personnes peu diplômées. Donc des caractéristiques qu'on retrouve par ailleurs dans toutes les études de ce type. Évidemment, sans surprise, on se rend compte que les joueurs problématiques, qu'ils soient pathologiques ou à risque modéré, misent plus que l'ensemble des joueurs. C'est un postulat de départ d'ailleurs sur la méthodologie de l'enquête. Par type de jeu, alors juste un point méthodologique, l'enquête en toute rigueur ne permet pas de produire des prévalences par type de jeu. Pour cela, il eût fallu poser l'intégralité de l'outil ICGE, Indice canadien du jeu excessif, pour chaque pratique de jeu. Il faut savoir qu'un des résultats de l'enquête aussi est savoir, comme dans les usages de produits psychoactifs, qu'on est sur du polyjeu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ou rarement de monojoueur, une catégorie de jeu. Les joueurs, notamment les joueurs excessifs, jouent à plusieurs sortes de jeux. Donc il aurait fallu, par exemple, pour les joueurs du PMU, demander par rapport à votre activité de PMU, veuillez répondre à tel et tel critère. Donc on ne l'a pas, mais on a un indicateur indirect qui est la prévalence du jeu problématique parmi donc notre population interrogée, les joueurs actifs, qui ont joué à ce type de jeu. Et on voit que ressortent, sans surprise, parce que c'était une des données aussi de la littérature internationale, à savoir l'influence de l'offre de jeu et des caractéristiques internes au jeu sur les problèmes générés par le jeu, que certaines catégories de jeux ressortent, notamment le rapido, les paris sportifs ou les jeux de table de casino, pour ne pas citer toutes les formes de jeu. Alors, dernier point, et je dirais important dans ce qui nous rassemble ici, c'est-à-dire l'addiction, la dictologie au sens large, c'est que dans l'enquête française est confirmé les liens forts entre consommation de drogue, consommation de produits psychoactifs problématiques et addiction au jeu. C'est le cas pour le tabac. C'est le cas pour l'alcool. L'outil qui a été utilisé, c'est l'audit complet en 3 classes pour l'alcool. Et c'est le cas aussi pour la consommation active, entre guillemets, de cannabis ou la consommation d'autres drogues illicites, où les prévalences parmi les joueurs excessifs sont bien supérieures aux prévalences constatées en population générale. Et cette analyse est confirmée, toutes choses égales par ailleurs, par régression logistique. Voilà, donc j'en arrive à ma conclusion. Donc l'enquête permet d'avoir un point de mesure
à savoir 0,4% de la population française que l'on peut qualifier de joueurs pathologiques et 1,3% qui sont donc, comprenant ce jeu pathologique, en difficulté avec le jeu. Que ces taux, s'ils semblent modérés, il faut faire attention, qu'il faut les mettre en perspective dans un contexte en France où l'offre était très encadrée au moment de l'enquête, et que le deuxième point de l'enquête confirme les facteurs associés au jeu problématiques qui sont documentés par ailleurs dans la littérature scientifique internationale. Voilà, je vous remercie pour votre attention.